Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouvel invité de la rédaction. Il était numéro 1 de la Mutualité socialiste du Luxembourg, secrétaire général pendant à peu près 17 ans, au premier rang d'un combat pour conserver leur autonomie, finalement remporté face à Solidaris. Aujourd'hui pensionné, Jacques de Villers se lance dans un nouveau défi politique. À la tête de la fédération du PS Luxembourg, il remplace Mélissa Annus. Il est seul candidat à la fonction. Il était élu à la mi-avril avec 92,6% des voix. Jacques de Villers, c'est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de vivre jeudi dernier votre 1er mai dans votre nouveau costume. Alors quand j'ai suivi, moi, les 1er mai au début de TV Lux, c'était déjà il y a 25 ans maintenant, j'ai rendu compte de défilés en rue, de foulards, de drapeaux, de longs discours, d'une forte mobilisation. Les temps ont évidemment changé, mais cette mobilisation aussi a changé. Tout à fait, mais c'est à l'image de l'évolution de la société dans laquelle on vit. On n'est plus du tout dans la société des grandes manifestations en drapeau qui avaient leur charme d'ailleurs et leur engouement populaire. Mais maintenant, on est dans l'ère du numérique, du smartphone, des réseaux sociaux. De l'individualisme ? Oui, on peut le dire. Je pense que l'avènement du smartphone et des réseaux sociaux ont eu raison des rassemblements collectifs qui sont maintenant tués par l'égocentrisme et l'individualisme à domicile, je dirais. La fin d'un engagement aussi, peut-être, vis-à-vis de la politique ? Ça, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas parce que l'engagement politique fait appel à des valeurs. Et ça, les valeurs, on les garde. On est éduqué avec elles, souvent elles nous sont transmises par nos parents, et on ne s'en défait pas comme ça. Simplement, je pense que ce qui a beaucoup évolué, c'est la manière de communiquer. Et donc, pour en revenir à l'évocation des grandes manifestations, elles existent encore dans le cadre des mouvements syndicaux, des rassemblements à Bruxelles pour toute une série de choses, mais spontanément, on fait plutôt appel à des échanges sur réseaux sociaux maintenant, c'est comme ça. Aujourd'hui renvoyé dans l'opposition au niveau du fédéral et au niveau de la région wallonne, le PS est à l'aube d'une forme de refondation. Le PS de demain, vous l'imaginez comment ? Eh bien donc, tout le challenge pour le PS, je pense pour les autres partis aussi, ce sera de réattirer les jeunes dans un peu en connexion avec ce qu'on vient d'évoquer, dans la citoyenneté. Faire revenir les jeunes autour de la table pour des discussions sur justement les valeurs, ce qui font les qualités de la société dans laquelle on vit, des dangers aussi auxquels il faut faire face pour éviter que jamais rien n'étant acquis, on peut perdre ces acquis et notamment sur les principes de solidarité. Alors ça, c'est un objectif général pour tous les partis politiques, mais pour le PS, vous le voyez comment le PS de demain, vous le situez comment ? Vous dites s'il y a une refondation, il faut absolument maintenant se repositionner davantage à gauche qu'il ne l'est ? Je ne dirais pas ça. Je pense que le PS a beaucoup perdu dans les coalitions auxquelles il a fait partie, puisque ça, les gens l'oublient souvent, mais quand on est dans une coalition gouvernementale, on doit faire des compromis. Et donc, on ne peut pas faire aboutir l'intégralité de son programme. C'est ce qui a valu notamment de grosses critiques qui perdurent encore aujourd'hui sur le PS, notamment dans la limitation en durée du chômage. Vous vous souvenez de l'époque d'Irupo et des concessions qu'il avait dû faire à ce niveau-là. Et donc, je pense que le PS a perdu un peu, de façon, je dirais, progressive, son électorat à cause des coalitions. Maintenant, nous sommes... À cause aussi du positionnement plus à gauche du PTB ? Certainement. Qui, lui, en revanche, n'était pas tenu à des compromissions. Et donc là, c'est le problème. Maintenant, c'est tout à fait changé. On est dans l'opposition très claire et on va, je pense, pouvoir de nouveau avoir un langage plus clair, notamment sur les valeurs de gauche. Pour la première fois, si je me trompe, on va parler un peu de votre présidence. D'abord un mot peut-être sur le fait qu'il n'y a qu'une seule candidature au niveau du PS. Alors, on va dire aussi, c'était la même chose au niveau du MR, au niveau des engagés. Là, maintenant, ils vont reconduire visiblement le président en place. Comment vous expliquez cette pauvreté en termes de candidature chez vous, notamment ? C'est difficile à expliquer sans prétention aucune. Moi, j'ai dit très tôt
aux vœux du parti qui ont eu lieu à Durbuy, que je poserais ma candidature, parce que je trouvais le challenge intéressant. Et ça a diffusé assez vite. Et donc je me demande si, dans une certaine mesure, le fait de divulguer que j'étais candidat à la présidence, ça n'a pas non plus éteint un certain nombre de candidatures qui, sans doute, se seraient manifestées. Parce que vous comptez, vous espérez pouvoir amener quelque chose de neuf aussi, peut-être, dans le fonctionnement du PS en province de Luxembourg. Le fait notamment que vous soyez issu de la société civile, mutualité, que vous n'avez jamais eu d'engagement politique, hormis une fois, mais c'était pour, si je me trompe, au niveau local. Au local et au niveau peut-être pour boucher un trou à un moment donné sur une liste. Mais plus sérieusement, en tout cas, vous n'avez jamais vraiment entré en politique. Cette nouveauté, vous voulez l'apporter, et quelle sera-t-elle? Eh bien, donc, j'ai cru justement que le moment était venu, pour diriger le parti ici en Luxembourg, de s'écarter un peu du traditionnel élu politique qui devient en même temps président. Parce que c'est un lieu dans tous les partis, mais aussi au Parti socialiste, évidemment. On connaît les clans du Nord, les clans du Sud, les clans du Centre, qui se font parfois concurrence. Et il est difficile pour un élu détenteur d'un mandat politique de plaider, par exemple, pour un hôpital centralisé à Oudemont, quand on est du Nord et qu'on sait qu'on va avoir également un hôpital centre-nord. Évidemment, les gens du Sud n'acceptent pas ce discours de quelqu'un du Nord, par exemple. Et donc, moi, en arrivant sans aucun mandat politique, en ne faisant partie d'aucun pôle, ni du Nord, ni du Centre, ni du Sud, je pense qu'effectivement, j'ai potentiellement une capacité de fédérer beaucoup plus importante. Un président qui préside davantage qu'un président qui décide aussi? Alors là, c'est une deuxième caractéristique que je veux mettre en place, c'est la décision collective, effectivement. Retour à la démocratie interne, et non pas un président qui décide tout seul pour tout le monde. Ça, c'est plutôt de la gestion, je dirais, autoritaire. Ça, je n'en veux pas. Retour à la démocratie interne, ça veut dire que vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu à quelle période? Je pense que c'est une érosion progressive, et le fait que les gens se sont succédés, chacun avec des mandats politiques qui ont fait que les polarités nord-sud ont toujours joué. Et donc, dans ces cas-là, on se retire parfois peut-être un peu trop sur son électorat. La force que vous pouvez amener en tant que président non élu, sans mandat, en fait, que vous pouvez amener donc au sein du PS et dans son fonctionnement interne, est-ce que ça va pas être une faiblesse quand il s'agira peut-être demain d'aller négocier avec les autres présidents de parti qui eux se voient régulièrement à la table, au Parlement, se croisent dans les travées? D'abord, moi, la politique, j'en fais depuis bien longtemps. Peut-être pas comme élu, mais les cabinets ministériels, je connais. Je sais comment ça fonctionne. Et puis, je ne suis pas un nouveau en politique, même si je n'ai jamais exercé de mandat comme tel, mais j'ai toujours fréquenté le milieu politique par mes fonctions. Ça, c'est une chose. Donc, j'ai quand même une expérience non négligeable en cette matière. Et puis, deuxièmement, j'ai écouté évidemment le débat critique où M. Lapraille a évoqué cette faiblesse qui, d'ailleurs, l'a-t-il ajouté, pouvait devenir une force. Ça m'a fait un peu sourire, parce que quand deux présidents se rencontrent, de quoi discutent-ils? D'affaires de président, et non pas de choses qui se passent au Parlement. Donc ma fonction, moi, elle ne va pas être d'imposer une politique qui se joue au niveau du Parlement. Ça, ce sera les positionnements collectifs. C'est ça, vous ne craignez pas un isolement? Oh non, du tout. Non, pas du tout. Vous avez déjà eu des contacts avec les présidents actuels quand vous avez été c'est nommé? en cours, oui. Quelques réunions sont déjà programmées. Ok. Pour parler évidemment peut-être aussi de la situation de la province de Luxembourg, et des gros dossiers, on en parlera d'ici quelques instants. Avant ça, revenir sur la situation du PS en province de Luxembourg avec les quelques chiffres. On a parlé de l'érosion du PS en général et du fait qu'elle a été renvoyée au niveau fédéral, au niveau de la région wallonne, avec une belle claque en juin dernier. Mais si on regarde un peu les chiffres en province de Luxembourg aussi, même au niveau local, que ce soit au niveau provincial, il y a une forte érosion depuis une vingtaine d'années, avec une diminution du nombre de sièges, 14, 10, 7 pour finalement 4 sièges. À un moment donné, en octobre, fin octobre ici, est-ce que le PS n'avait pas se dire peut-être qu'on ferait bien d'aller dans l'opposition? Est-ce qu'il fallait s'accrocher absolument au pouvoir, rester en majorité? C'est une excellente question qui a fait débat.
Et le débat a débouché sur une conclusion selon laquelle il était préférable de rester dans une majorité provinciale. Mais je ne vous cache pas que ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients étant un positionnement parfois difficile dans une majorité provinciale par rapport justement à un positionnement du Parti socialiste qui est clairement dans l'opposition. On a déjà eu un petit exemple avec le malaise de Stéphane lorsque le PS a évoqué la fermeture d'hôpitaux, vous vous souvenez de ça, pas tellement longtemps. Et donc, effectivement, ça peut créer des malaises de positionnement, oui. Ouais. Et à un moment donné aussi, que le discours soit davantage dilué, quand on a 4 représentants, un au collège, mais seulement 3 dans le conseil, finalement, en termes de visibilité aussi. Oui, mais ça, le résultat électoral est là. On est en chute. Je suis justement là pour essayer d'inverser la tendance et aux prochaines élections de remonter quand même. Si ça n'est pas le cas, je serai quand même très déçu. Et alors, il y a eu une polémique récente sur la question des indemnités de la députée sortante Nathalie Aillard, 144 000 € qu'elle a décidé d'aller chercher. C'est un coût important pour la province de Luxembourg, quelques 350 000 € que la province, elle, va devoir budgéter. Alors, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Le collège provincial a décidé d'essayer de conserver ce montant-là, de ne pas devoir le verser. La question a été posée à la région wallonne qui est en train de statuer là-dessus. On précise tout de même qu'il y en a d'autres avant, Thérèse Mailly, ne fût-ce que pour citer dans un autre parti, qui a été chercher des montants pratiquement de la même hauteur. Vous, par rapport à ça, quelle est votre réaction par rapport à ce dossier-là, ces montants-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anachronique? Moi, je ne pense pas. Je pense que la méthode devrait changer. La méthode, laquelle de méthode? Je vais m'expliquer. Donc, quand il y a une règle, on l'applique. Si la règle est mauvaise, on n'est plus dans l'air du temps, on la change. Il faut d'abord commencer par là. Mais aller critiquer quelqu'un qui demande l'autre droit qui est inscrit dans une règle, je trouve ça un peu petit, personnellement. Et d'autant qu'il y a d'autres exemples qui surgissent maintenant, notamment dans le Hainaut, avec une élue qui n'est pas socialiste et qui aussi va toucher un petit pactole. Ça, c'est un premier point. Donc, si on veut que ça cesse, il faut d'abord changer la règle. Je pense qu'il y a déjà eu quelques tentatives, mais jamais de conclusion concrète ici au Luxembourg. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que... je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant sur ce deuxième point. Oui, la règle étant la règle, commençons par la changer et puis on verra. Oui, voilà, le deuxième point, je retombe sur mes pieds. Je ne connais pas le dossier très bien sur le plan technique, mais on m'a dit que si elle ne demandait pas ses indemnités de sortie maintenant, elle ne pourrait plus les demander après. Et donc ça, c'est du non-droit. Et là, je ne suis pas d'accord non plus. Si c'est la seule méthode que Nathalie Aillard ait pour obtenir cette indemnité de sortie, comme tous ceux qui sont en fin de charge ont droit, si c'est maintenant qu'elle doit le demander, elle doit le demander maintenant. Et ce n'est pas propre à la province non plus, puisque évidemment les députés wallons fédéraux sortants ont aussi bénéficié de ces indemnités-là. Cela dit, le collège intervient maintenant pour essayer de geler la situation, de figer, de ne pas devoir verser ces montants-là. Collège dont fait partie Stéphane Demule. Est-ce qu'à un moment donné, ça va laisser des traces aussi dans cette promesse qui a été faite d'un partage de mandat 3 ans entre Stéphane Demule maintenant et Nathalie Aillard demain? Est-ce que demain, elle pourra revenir au collège aussi facilement? Ben ça, en tout cas, notre positionnement là-dessus, il est clair. Elle a droit à cette indemnité de sortie, pour les 2 raisons que j'ai évoquées. Il est conclu qu'elle revienne dans 3 ans pour remplacer Stéphane Demule. Nous maintiendrons notre proposition. Si blocage il y a, il ne viendra pas du PS, certainement pas, mais peut-être des autres partis. Nous verrons bien à l'occasion, et le moment venu, ce qu'il en est. Ce qui nous amène à la discussion sur la province en tant que telle, en tant qu'institution. On sait qu'elle est évidemment dans le collimateur de la région wallonne qui veut modifier son fonctionnement, même la question de son statut, pour en faire une assemblée des bourgmestres. Vous, à titre personnel, vous en pensez quoi? Alors là, le positionnement du Parti socialiste a toujours été clair, et je pense que c'est le seul qui a été clair sur ça. On garde les provinces. Ouais. Je ne vais pas encore rappeler ici pourquoi il faut garder les provinces. Elles ont un intérêt social et au niveau de la formation notamment. Ce sont plutôt les autres partis qui sont un peu gênés aux entournures, ici en Luxembourg, puisque au niveau central, que ce soit au niveau du MR ou des engagés,
et même d'écolos, il y a une volonté de toucher aux provinces, et que pour diluer un peu cette contradiction, on parle de collège, de bourgmestre. En attendant, la contradiction, elle reste, et je me pose la question de la capacité en termes de pouvoir des élus émers et engagés ici en Luxembourg de pouvoir infléchir la position doctrinale de leur parti central. Ça, je demande à voir. Un autre dossier important, c'est Vivalia. Vous l'avez déjà annoncé quand vous étiez secrétaire général de la Mutualité socialiste. Vous êtes favorable évidemment à la création d'un hôpital centre-sud à Haudemont. Évidemment, en tant que président du PS, je vous repose la question maintenant. Vous y êtes toujours favorable? Ah oui, j'imagine. Plus que jamais. Je suis médecin de formation, je ne vais pas changer. Je suis convaincu de la nécessité de cet hôpital centre-sud. Pour des raisons d'agrément de service, tout simplement, il y a une volonté de diminuer le nombre d'hôpitaux en Belgique depuis longtemps, déjà depuis Maggie de Bloch, déjà à l'époque, de mise en réseau de ces hôpitaux. La Belgique en a trop d'appareillage lourd aussi, par ailleurs, par tête d'habitant. Et donc, les agréments vont se resserrer autour d'un volume d'activité. Et donc, si on veut, nous, garder en Luxembourg une qualité de médecine de pointe, pas faire de la bobologie et quand ça devient sérieux, on envoyer dans les autres provinces, on doit centraliser pour avoir un volume de patients tel qu'on puisse obtenir des agréments. Ça, c'est quand même essentiel. Et attirer du monde, du personnel spécialiste pour venir travailler aussi. Tout à fait, parce que sans agrément, on n'aura pas les spécialistes qu'il faut. Et si on a un volume de patients important, on en tirera aussi des médecins de qualité. Et alors, il y a un autre dossier, pour l'instant, qui se négocie, un peu en stoum, pour reprendre l'expression, c'est celui sur le fonctionnement et ce qu'on va mettre dans les fameuses proxy cliniques, qui vont voir le jour, que ce soit à Laura-Vielsalm, mais ça concerne surtout Bastogne, Libramont, Arlon, Virton, avec des services communs, et puis ça et là, des services un peu spécialisés. Est-ce que là, franchement, on n'est pas en train de se... Et c'est pas en contradiction avec ce que vous prenez maintenant, c'est-à-dire un hôpital où on centralise tous les services? Mais un hôpital dans lequel on centralise tous les services de pointe, pour obtenir, je l'ai dit, le volume d'activité pour avoir les agréments. Ce qui n'empêche pas d'avoir d'où le mot proxy clinique, une médecine de proximité déployée, et je pense que c'est indispensable pour des raisons de mobilité, notamment des personnes âgées, et d'avoir là un panel de soins de base. C'est ça. Je pense la remise en question, la question que je pose n'est pas tellement sur la mise en place des proxy cliniques avec des services de base, mais c'est plutôt ce qui se négocie maintenant. C'est les addendas, ce qu'on met en plus ici à Libramont, ici à Marchand-Famenne, ici à Arlon, ce qui pourrait apparaître, en tout cas tel que je le vois personnellement, comme peut-être l'occasion de donner au bourgmestre de ne pas perdre la face dans une négociation. Tout est politique, évidemment. Mais je pense que pour peu que les bourgmestres en question aient conscience de la plus-value que ça peut apporter, il y a vraiment... Ça se fait dans d'autres pays, en Espagne par exemple. Le système de soins de santé en Espagne est largement appuyé sur les cliniques de proximité. Il n'y a pas que les soins médicaux. On peut y injecter des centres de dentisterie, aussi des centres de badagisterie, des choses comme ça, de manière à avoir un panel d'offres de soins et de paramédicales compatibles avec une vraie activité locale. Et ça, je pense que les bourgmestres, s'ils réfléchissent un peu, devraient être sensibles à ça. Un dernier mot par rapport à la mutualité. On le dit, vous avez été pendant 17 ans secrétaire général, et puis alors ce fameux combat 2012 face à Solidaris qui a voulu reprendre la main sur la mutualité. Vous avez combattu pour conserver l'autonomie. Ça a été très loin, puisque vous avez été démis de fonction, puis réintégré. Il y a eu c'était mis dossier judiciaire que vous inspire aujourd'hui le dossier, quand on voit que Solidaris est au bord du gouffre financier, va devoir peut-être sabrer dans les équipes. Mais ça ne m'étonne pas. Il faut avoir un peu de connaissances techniques sur le financement des mutualités pour le savoir. Évidemment, les gens ne savent pas ça. Mais les fusions au sein de Solidaris n'ont pas été justifiées par une nécessité économique. Pas du tout. On a agité des périls et des défis sans lesquels la non-fusion
aboutirait à l'échec, tout ça est faux. La loi de financement sur les mutualités prévoit un financement au prorata des affiliés que vous avez. C'était pour quelle raison alors, si ce n'est pas pour des rentabilités? Pour une raison que vous connaissez aussi dans l'univers médiatique, c'est celle de la volonté de centralisation du pouvoir. Et aujourd'hui, vous dites, vous regardez ça avec quel regard alors? Je pense qu'on a très bien fait. Je suis plus le seul. Moi, je suis maintenant retraité. Mais ceux qui restent se félicitent de ça tous les jours encore maintenant. Bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques de Villers, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de votre attention. Merci aussi à Martin Van Kalster, Corentin Plateau à la réalisation aujourd'hui. Passez une belle soirée. À bientôt.